Yorana Tatou, bienvenue pour cette soirée Aupuru autour du thème du cancer et de la fertilité. Je suis Toté Kertetauru Vahinetua et je travaille au centre de transfusion sanguine de l'hôpital. Ma spécialité première était la biologie de la reproduction et j'ai travaillé à ce titre quelques années en métropole, en centre d'aide médicale à la procréation. Et sur ce thème du cancer et de la fertilité, je vais plutôt aborder en fait le côté préservation de la fertilité, les techniques qui sont utilisées actuellement dans le champ en fait du cancer pour préserver la fertilité. Alors le cancer touche toute tranche d'âge. 2023, on dénombrait à peu près 430 000 nouveaux cancers par an. Donc, on s'intéresse énormément maintenant à la qualité de vie après cancer. Et du coup, le projet parental, le fait d'avoir un enfant après le cancer, fait partie en fait de ces critères de qualité importants. Sur cette population de nouveaux patients chez qui on va diagnostiquer un cancer, en gros, ça va concerner 10% des patients. 10% de patients en âge de procréer qui vont être concernés. Comment ça se passe en France métropolitaine? Il y a des circuits en fait, qui sont très bien organisés. Légalement, toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure d'une aide médicale à la procréation ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Donc, la consultation de la préservation de fertilité, elle fait partie intégrante en fait du parcours de soins de la personne à qui on va diagnostiquer le cancer. Peu importe l'âge, c'est quelque chose qui est important à aborder, d'expliquer en fait que les traitements qui vont se mettre en place vont avoir un impact sur la fertilité de la personne. C'est d'autant plus du coup important quand c'est une personne en âge de procréer ou chez des enfants aussi à qui il faut penser. En Polynésie française, qu'est-ce qu'il en est? Il y a un arrêté qui est paru en 2023, tout récemment, pour aborder la notion justement de cette préservation de la fertilité. Cet arrêté dit le dispositif d'annonce intègre une information sur les effets secondaires temporaires ou permanents, l'impact sur la qualité de vie et, s'il y a lieu, sur la préservation de la fertilité. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas oublier. Alors, dans la prise en charge de ce cancer, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont interférer avec la fertilité. Je vais passer rapidement parce que je pense que ma consoeur Toté Ami développera beaucoup plus cette partie-là. Mais en gros, il y a la chirurgie qui peut impacter sur la fertilité. Par exemple, un homme qui a un cancer du testicule et auquel il faut retirer le testicule. Tout ce qui peut toucher aussi l'utérus. Donc voilà, ça c'est le côté chirurgie. Les facteurs personnels, l'âge est à prendre en compte. Plus on avance dans l'âge, plus la réserve ovarienne chez la femme va diminuer. Par exemple, passé 35 ans, on sait que ça descend beaucoup plus vite. Les traitements de chimiothérapie, et là ça dépend vraiment des molécules utilisées. En fait, il n'y a pas de recette simple. Il y a tellement de nouvelles molécules de chimiothérapie qui ont toutes des effets différents. On sait déjà un petit peu aiguiller celles qui vont avoir un impact vraiment négatif sur la fertilité de la femme. Par exemple, la classe des alkylants, on sait qu'elle est très impactante. Donc, en fonction de ces chimiothérapies, de la chimiothérapie appliquée, on adapte aussi la technique de préservation qu'on va pouvoir proposer. Après, il y a la maladie cancéreuse en elle-même, le traitement d'hormonothérapie. Généralement, par exemple, quand on doit la suivre pendant 5 ans, donc ça met en pause tout projet parental et il y a toute une réflexion aussi à faire autour de ça. La radiothérapie aussi a un impact en fonction de la zone qui va être irradiée et des nouveaux traitements comme l'immunothérapie où on n'a pas encore beaucoup de retours sur leur impact sur la fertilité. Alors, la préservation de la fertilité féminine. En gros, il y a des techniques préventives
qu'on peut déjà commencer à mettre en place quand on n'a pas accès à des techniques de préservation de fertilité plus sophistiquées. Elles sont déjà connues et appliquées. Donc là, vous avez un schéma en fait d'un ovaire avec le cycle de l'ovulation. On appelle ça la folliculogénèse en fait. Comment se forme le follicule pour venir donner ensuite l'ovule qui va être expulsé. Ce cycle-là, il est permanent en fait dans l'ovaire. Et quand vous allez avoir vos traitements de chimio, de radiothérapie, elles vont impacter en fait ce cycle de folliculogénèse. Donc, il y a des traitements qui se font, on appelle ça le blocage ovarien pendant le cancer, pour essayer de préserver au maximum ce stock de follicules qu'il y a dans les ovaires. Ça peut être à base en fait, d'hormones, des œstrogènes, des progestatifs. Plus connus pour le cancer du sein, ce sont les analogues de la GnRH en fait. En fait, comment ça fonctionne ce blocage ? Au niveau du cerveau, sur un cycle naturel, on a une sécrétion pulsative d'une hormone, la GnRH, qui, quand elle se fixe sur son récepteur, elle favorise la sécrétion par l'hypophyse au niveau cérébral de deux hormones qui permettent de faire grossir le follicule pour arriver à l'ovule. Donc l'idée, en fait, c'est de bloquer cette sécrétion-là pour éviter de faire entrer en folliculogénèse les ovocytes. Donc là, par exemple, sur l'application d'un analogue de la GnRH, il va venir se fixer sur le récepteur à la place de la GnRH, elle l'empêche de faire son action, et du coup, on n'a plus de sécrétion de FSH et de LH, et on va pouvoir conserver, préserver ce stock d'ovocytes. Alors dit comme ça semble magique, mais ce n'est pas tout à fait comme ça non plus que ça marche. Ça fonctionne sur une partie en fait, des follicules, et les résultats jusqu'à aujourd'hui restent assez controversés sur l'utilisation de ces analogues de la GnRH, mais tant qu'on n'a pas assez de données, ça reste une façon de préserver, en tout cas, qu'on ne peut pas refuser. Quelle technique de préservation de la fertilité féminine ? Actuellement, il n'y en a pas sur le territoire, ça se fait bien en métropole. En gros, on retient 4 façons de pouvoir préserver la fertilité chez la femme. Soit on congèle des embryons, on congèle des ovocytes matures, on congèle des ovocytes immatures, ou on congèle du tissu ovarien. Et donc tout ça, ça va dépendre un petit peu du contexte de la maladie. Alors, si on s'intéresse à la conservation des embryons, ça c'est une technique qui est... c'est le gold standard en fait. Ça fait depuis longtemps qu'on en fait, elle est maîtrisée. Et cette technique-là, on va la réserver plutôt pour des adultes qui sont en couple stable, qui ont la vision d'un projet parental, qui sont d'accord pour avoir des embryons ensemble. Ces embryons qui vont être cryoconservés, ils vont appartenir au couple. Ils n'appartiennent pas qu'à la femme qui a le cancer, mais les décisions, du coup, se prennent en couple. Par contre, elle va nécessiter un traitement de stimulation hormonale. Donc, il faut bien prendre en compte 2 à 3 semaines avant de pouvoir démarrer le traitement de chimio ou de radiothérapie. Donc, il faut avoir cette opportunité-là dans la prise en charge. Donc, comme je disais, c'est une technique qui est maîtrisée. Ça fait depuis longtemps qu'on l'utilise et on a de bons retours et de bons résultats sur les tentatives ensuite de grossesse, sur les résultats de grossesse. Une fois qu'on transfère des embryons congelés, on peut se dire entre 15 à 30% de réussite par embryon congelé transféré. Bien sûr, il y a... il faut prendre en compte que malheureusement, il y a ce retard au démarrage du traitement à prendre en compte. Cette technique sera contre-indiquée si le cancer est hormonodépendant. Si on fait un traitement de stimulation hormonale, on injecte des hormones. Ça va créer un climat d'hyperœstrogénie qui peut être délétère si c'est un cancer hormonodépendant.
on se pose la question aussi de la survie du couple et du devenir des embryons. Si, à la suite de l'épreuve du cancer, le couple se sépare, qu'advient-il des embryons? Malheureusement, ils ne pourront pas être réutilisés dans ce cas-là. Donc il faut bien aussi avoir ça en tête. Et parfois, un projet parental peut être vécu comme imposé. Si le couple n'avait encore jamais abordé cette question-là, ça peut être quelque chose d'assez difficile dans la réflexion à aborder et à répondre assez rapidement. Donc là, pour vous montrer un petit peu des images de ce qui se passe une fois qu'on a eu le traitement de stimulation hormonale, il faut bien prendre en compte qu'il y a un passage au bloc opératoire. On va venir ponctionner au niveau des ovaires la multitude de follicules qu'on aura essayé de faire grandir. Et donc, à quoi ça ressemble un ovocyte quand il est prélevé au niveau de l'ovaire? Voilà une petite image. Ça, c'est vraiment quelque chose au laboratoire qu'on voit à l'œil nu. On est capable de voir un ovocyte à l'œil nu, comme sur cette photo-là. L'ovocyte est la cellule la plus grosse, en fait, qu'on arrive à produire. Si on zoome, donc voilà l'ovocyte qui commence à se dessiner ici. Et donc, deux techniques qui peuvent être utilisées en fonction de la qualité du recueil de sperme du conjoint, parce qu'en parallèle du passage au bloc opératoire, monsieur va faire son recueil de sperme. Et si on a un recueil de bonne qualité, de bonne concentration, on peut passer sur une technique qu'on appelle la fécondation in vitro. On met l'ovocyte tel quel dans un milieu de culture, on dépose les spermatozoïdes qui vont faire la fécondation tout seuls. Par contre, si la qualité spermatique n'est pas au rendez-vous, on passe sur des techniques qu'on appelle l'ICSI, c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Donc, on sélectionne un spermatozoïde qu'on va venir déposer à l'intérieur de l'ovocyte. Donc là, vous avez l'illustration de ce qu'on voit typiquement quand on fait cette technique-là, avec le petit spermatozoïde qui est juste ici. Alors, une fois que la fécondation est faite, comment se développe l'embryon exactement? Là, on a une image typique au lendemain d'une fécondation avec l'apparition de deux petits noyaux à l'intérieur de l'ovocyte. On parle de zygote, du coup. C'est un embryon qui va commencer à se diviser. Et donc, 2 cellules, 4 cellules, on est sur du 2e, 3e jour de développement, 8 cellules. Ensuite, les cellules se compactent et dessinent comme une petite mûre. On appelle ça la morula. Et quand on laisse encore se développer, on commence à voir se dessiner le bouton embryonnaire, là ici qui est bien distinct, et on est au stade de blastocyste. Dans la culture de l'embryon, généralement, on s'arrête autour du 6e jour maximum, 7e jour pour pouvoir faire de la congélation. On peut congeler à ces stades-là, à ce stade-là. Voilà. Donc ça, après, c'est à l'appréciation du médecin biologiste de la reproduction qui a en tête en fait des critères de qualité des embryons bien définis, qui va savoir lesquels vont résister en fait à une technique de congélation et qui sont le plus en capacité de donner un enfant par la suite. Alors, deuxième technique, si on ne part pas sur des embryons, on peut partir sur une congélation d'ovocytes matures. Pour cela, il faut au moins que la patiente soit pubère. Comme pour la congélation des embryons, il faut prendre en compte qu'il y aura au moins 2 à 3 semaines de stimulation pour pouvoir faire sortir ces plusieurs ovocytes à ponctionner. C'est le même passage que le précédent. Passage au bloc opératoire, on aspire ces ovocytes. Sauf qu'on ne va pas faire la mise en fécondation avec le recueil spermatique du conjoint. On s'arrête en fait au niveau de cet ovocyte. On sait maintenant les congeler. Avant, c'était une technique qui était très difficile parce que l'ovocyte est une si grosse cellule qu'on avait énormément de difficultés à la décongélation à les conserver. Ils se détruisaient. Mais maintenant, on a développé de bonnes techniques de congélation qu'on appelle la vitrification en fait ovocytaire. C'est des techniques qui utilisent une haute concentration en cryoprotectant et une congélation ultra rapide en fait. Elles donnent aussi de bonnes chances de grossesse par tentative de transfert d'embryons congelés ensuite.
Donc dans l'idée où le jour où il y en a besoin, on doit décongeler plusieurs ovocytes. On fait la fécondation, comme sur la diaporama que je vous ai montré précédemment, soit de la FIV, soit de l'ICSI, pour avoir le développement embryonnaire et arriver au transfert. Alors les inconvénients, comme le précédent, le retard au démarrage du traitement, la contre-indication si le cancer est hormonodépendant, et parfois on peut avoir cette sensation qu'il y a beaucoup d'ovocytes congelés et ça peut être en décalage avec le nombre d'embryons réellement obtenus à la fin, parce qu'en fait il y a comme un phénomène de sélection, plus on va avancer dans la technique après l'ovocyte congelé. Souvent on le perd à la décongélation. Souvent, la sélection de la qualité embryonnaire aussi fait qu'on en a peu à la fin. Donc, parfois, ça peut être déstabilisant pour la patiente. Là, du coup, pour vous montrer à quoi ressemble un ovocyte mature, en fait. Donc, déjà, quand on fait la stimulation hormonale, en fait, on va faire grossir plusieurs de ces follicules en même temps. Donc, vous en aurez plusieurs sur l'ovocyte, c'est suivi par échographie, et c'est là qu'on vient en fait aspirer ces ovocytes directement dans les ovaires. Et donc, à quoi il ressemble cet ovocyte qui est mature? C'est une très grosse cellule qui va présenter une autre petite cellule à côté qu'on appelle le globule polaire. En fait, ces deux cellules, c'est la division en deux un petit peu du patrimoine génétique, si vous voulez, de façon à ce que l'ovule soit prêt à accueillir l'autre moitié de matériel génétique qui est apporté par le spermatozoïde. Donc quand on a cette petite image-là, ce petit globule polaire qui est présent, on sait que c'est un ovocyte qui est mature et on se concentre sur cela pour la congélation. Autre technique, les ovocytes immatures. Donc là, ce sera vraiment pour la patiente qui est prépubère ou si on est face à un cancer qui nécessite une prise en charge très rapide. On n'a pas le temps de penser préservation de la fertilité ou très difficilement. Donc on peut proposer du coup cette technique-là. Ou par exemple, un cancer hormonodépendant, on ne peut pas faire de traitement de stimulation, on va plutôt se diriger du coup sur cette technique-là. Cette technique va nécessiter du coup une étape de maturation in vitro, parce que ce sont des ovocytes immatures. Je vous montrerai sur la diapo d'après à quoi ça ressemble. Donc généralement, c'est une technique qui offre peu d'ovocytes matures à l'issue de la technique. C'est assez difficile, c'est une technique qui est assez récente, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. Voilà, c'est ce que je disais, peu de recul sur les chances de grossesse, par contre, à la suite. Donc là, quand on vient chercher ces ovocytes immatures, on est vraiment sur des stades beaucoup plus précoces en fait qu'un ovocyte qui a fait tout son parcours de stimulation, de maturation. Il lui manque encore un petit peu de temps pour acquérir cette maturité. Donc quand on les ponctionne, ils ressemblent à ça en fait. Et par rapport au précédent, on ne retrouve pas notre petite cellule à l'extérieur parce qu'elle n'a pas avancé dans la maturation. Et une fois qu'on les a recueillis, c'est en laboratoire qu'on va faire cette maturation. Donc la technique de la maturation in vitro, elle nécessite des milieux particuliers pour pouvoir réussir à accompagner cet ovocyte jusqu'à la fin de la maturation qu'il n'a pas pu faire dans le corps de la patiente. Et généralement, elle prend 24-48 heures en laboratoire avant de pouvoir exprimer sa pleine maturation et de pouvoir être congelée. Dernière façon de faire, la cryoconservation de tissus ovariens. Donc là, pareil, on n'a pas le temps de penser stimulation hormonale ou le cancer est hormonodépendant, il faut être rapide. On a cette solution qui peut être proposée et qui maintenant de plus en plus souvent est proposée même en complément des précédentes techniques de préservation parce que c'est une technique qui commence à faire ses preuves avec déjà plusieurs naissances, plusieurs centaines de naissances en fait avec cette technique-là assez innovatrice.
Donc souvent, elle est proposée chez des femmes qui ont une bonne réserve ovarienne, donc on va dire moins de 35 ans, chez l'enfant qui est prépubère. On pense aux traitements qui sont très toxiques. On va se dire il faut conserver du tissu ovarien de côté, sachant que le tissu ovarien, du coup, son avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir conserver non seulement la fonction reproductive, celle où on obtient des ovocytes, mais aussi la fonction endocrine, celle où on va avoir les sécrétions des hormones. C'est pour ça que cette technique-là aussi, elle est intéressante parce qu'elle peut permettre de penser aux conséquences après cancer qu'ont les chimiothérapies telles que l'insuffisance en fait ovarienne prématurée. On va pouvoir amener un peu plus de confort aussi sur ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on va prélever? C'est du cortex ovarien. C'est l'extérieur, la périphérie de l'ovaire en fait qui nous intéresse. Et à l'intérieur, on va retrouver en fait plusieurs ovocytes immatures. C'est une technique qui va demander aussi la participation d'anapathes pour vérifier un peu la richesse justement en follicules, en ovocytes immatures à l'intérieur. Et un des inconvénients, la présence aussi potentiellement de cellules cancéreuses à l'intérieur. Donc c'est une technique dont on a un peu de recul maintenant, qu'on commence à bien apprécier. Mais le point noir, c'est le risque de réintroduction des cellules cancéreuses, parce qu'on prélève du tissu pendant cette période de cancer. Et l'idée, c'est que une fois le combat contre le cancer fini, on va venir remettre ce tissu-là. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne va pas remettre des cellules cancéreuses? C'est une interrogation qu'on a. Pour le moment, il n'y a pas eu de cas de réintroduction de cancer, mais on se doute que pour des cancers, par exemple, tels que les cancers du sang, où les cellules cancéreuses circulent activement dans l'ensemble du corps, on va se dire que c'est plus dangereux dans ces cas-là. Ah, voilà, la technique du coup pour prélever ce cortex ovarien, donc là vous avez un ovaire. On va venir faire plusieurs prélèvements du cortex ovarien. Dans ces prélèvements, on va avoir des follicules un petit peu de stades différents. Donc, ici, vous avez un exemple de fragments ovariens qui sont prélevés, qui sont préparés, qui sont découpés très finement, mis dans des cryotubes. Et donc, c'est ça qui va être soit envoyé pour analyse en anapathe et les autres congelés. Dans l'après-combat du cancer, qu'est-ce que ça devient ces fragments? Comment est-ce qu'on les réutilise? En fait, on réalise des autogreffes. On peut replacer les fragments au niveau de l'ovaire pour faire reprendre une activité de fertilité. C'est possible d'avoir des grossesses spontanées. Il y a des cas de grossesse spontanée après greffe de cortex ovarien dans ces cas-là. Il y a d'autres endroits où on peut greffer, à l'intérieur de la paroi abdominale. Et il y a aussi des greffes qu'on dit hétérotopiques. C'est possible en sous-cutané, au niveau de l'avant-bras. Il y a des cas aussi où qu'on a réalisé comme ça, mais plus pour récupérer la fonction endocrine de l'ovaire. Alors, toutes ces techniques-là que je vous ai présentées, bien sûr, elles suscitent pas mal de problèmes éthiques dans la réflexion. Déjà, comment choisir le meilleur moyen de préservation de la fertilité dans un contexte d'urgence? Vous avez vu qu'il faut jongler sur la balance bénéfice-risque. Le cancer est-il hormonodépendant ou pas? Quel est le degré d'urgence de la prise en charge du cancer? Patient pubère, non pubère, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Patiente en couple ou pas, projet parental ou pas. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit vraiment aussi en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, les oncologues avec les médecins biologistes de la reproduction, pour essayer de proposer la meilleure technique possible lorsque on informera le patient de qu'est-ce qu'on peut lui proposer dans son cas. Et si hystérectomie? Si l'utérus doit être retiré au cours de la prise en charge du cancer, du coup, ça compromet effectivement la réutilisation des embryons congelés ou des ovocytes congelés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà,
Ça aussi, il faut y réfléchir. Actuellement, il n'y a pas de gestation pour autrui qui soit autorisée en métropole, mais il existe des greffes d'utérus. Bon, voilà, alors, c'est des pistes de réflexion. Comment apprécier aussi la réalité du désir d'enfant chez un couple? Enfin, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on n'y a pas réfléchi. Donc, voilà les problèmes que ça peut soulever. Des injustices du fait de la disparité aussi de la prise en charge en fonction des régions. On ne peut pas proposer toujours les mêmes techniques aussi. Établir le rapport bénéfice-risque dans la prise en charge de ce cancer, ce que je disais au début. Les conséquences des traitements oncologiques mal connus. Donc, il y a tellement maintenant de nouvelles molécules qui arrivent, et c'est super pour les prises en charge de cancer, mais on a du coup très peu de recul sur les effets qu'ils ont sur la fertilité des patientes. Et après, des cas plus difficiles, quand la patiente est à l'âge un petit peu intermédiaire, du plus de 35 ans, où la réserve ovarienne commence à chuter, où on entame une prise en charge qui peut durer 1 à 6-7 ans. Voilà, comment est-ce qu'on va appréhender un petit peu tout ça? Alors maintenant, le côté masculin, on n'oublie pas les messieurs aussi, qu'est-ce qu'on propose? Donc chez les messieurs, ça se passe au niveau des testicules. Dans les testicules, vous avez ce qu'on appelle les tubes séminifères. À l'intérieur de ces tubes séminifères, on a, à contrario de l'ovaire où on a la folliculogénèse pour que l'ovocyte se crée, on a la spermatogénèse pour qu'on arrive à l'expulsion du spermatozoïde. Donc là, vous voyez en coupe histologique les spermatozoïdes qui sont en fin de maturation et prêts à être excrétés dans le tube séminifère. En tout et pour tout, pour arriver de la cellule la plus extérieure à la plus interne pour la création en fait de ce spermatozoïde, on compte 3 mois au total. Pour qui ça s'adresse chez les hommes? Donc, avant un traitement qui va avoir un impact sur la fertilité, ça c'est sûr. Donc pareil, tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, chirurgicale. Donc si on vient retirer un testicule, il est bien de penser à pouvoir proposer de la préservation de fertilité aussi. Tout ce qui est chirurgie prostatique avec tout ce qui peut être à risque de toucher à une dysfonction érectile par exemple. Donc voilà, il faut penser à pouvoir proposer cette technique-là. Dans le cadre du cancer, chez les jeunes hommes, donc en gros, en âge moyen de 28-30 ans, on va retrouver quel type de cancer? C'est surtout des cancers du testicule, des cancers du sang, et après donc d'autres types de cancers et de maladies du système de l'homme jeune. Et quand le cancer se déclare dans cette catégorie de personnes, généralement, en gros, c'est plus de la moitié des hommes qui n'ont pas encore d'enfants. Alors, du coup, quelle technique de préservation? Ça va être de la congélation de sperme et si échec à cette technique, on a d'autres techniques pour pouvoir aider à faire les recueils de sperme. Donc la diapo suivante. Alors, comment ça se passe? Ça se passe au sein d'un laboratoire. Le patient, du coup, à qui on a annoncé le cancer, peut aller effectuer 2 à 3 prélèvements au sein d'un laboratoire agréé à réaliser la congélation de spermatozoïdes. Alors après, tout dépend aussi de l'urgence de la mise en œuvre de la chimiothérapie. Si c'est très urgent, on va dire essayer au moins de faire un recueil de spermatozoïdes. Et si on a un petit peu plus de temps, on peut faire sur quelques jours 2 à 3 prélèvements. Alors les prélèvements en laboratoire, ça se passe, c'est par masturbation en fait que le monsieur doit venir recueillir son sperme dans un petit réceptacle et ce sperme va être traité afin de pouvoir être congelé à l'intérieur de ce qu'on appelle des paillettes
qui sont plongés dans de... Enfin, il y a des techniques de congélation bien précises, techniques rodées, ça aussi, ça fait depuis longtemps qu'on en fait et les résultats sont très satisfaisants. C'est plongé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Voilà, donc ça, avant toute chimiothérapie, on va demander au patient s'il est bien d'accord de réaliser un prélèvement par masturbation au laboratoire pour préserver sa fertilité. Donc, il y a ce côté quand même qui est beaucoup plus simple aussi chez l'homme, mais il faut aussi prendre en compte l'état général du patient. Parfois, c'est très difficile. Quand il y a une altération de l'état général, chez les jeunes adultes aussi, l'enfant pubère. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut proposer à partir de 12 ans. Donc, si c'est un jeune enfant, il y a tout un processus aussi d'accompagnement, d'explication. C'est vraiment pas non plus évident à mettre en place dans ces situations-là. Mais chez l'homme adulte, en tout cas, on insiste pour qu'il puisse effectuer ce recueil, cette petite banque qu'il va mettre de côté en fait pour son avenir. Alors, parfois, on n'arrive pas à obtenir par masturbation le recueil de spermatozoïdes. Alors, on a développé d'autres façons de pouvoir pallier à ça pour pouvoir aider à avoir ce recueil. Donc, il y a des systèmes d'aide médicale à l'érection, des médicaments qui aident à favoriser l'érection pour pouvoir aider le recueil lors de la masturbation, par exemple. Il y a des techniques de stimulation électrique aussi. Donc là, ça se passe au bloc opératoire. C'est une électrode qu'on place au niveau anal, en fait, qui va pouvoir aider à obtenir une érection et recueillir les spermatozoïdes. C'est des techniques qui sont déjà utilisées, par exemple, chez les blessés médulaires, des personnes qui sont paralysées du bas du corps. Après, on a aussi des petits appareils, stimulation par vibromasseur, pour pouvoir aider pour que l'homme du coup concerné puisse l'aider à faire son recueil. Et après, s'il n'y a rien de tout ça qui marche, il y a encore d'autres façons de faire. On va chercher directement les spermatozoïdes à la source, dans le testicule, par une opération chirurgicale. Ça aussi, maintenant, c'est des techniques qui commencent à être bien rodées, que les urologues maîtrisent bien, et dont on arrive à faire de bonnes congélations. Pour rebondir, pour continuer sur les hommes, du coup, chez qui on fait une conservation, une cryoconservation de sperme, il faut savoir que sur l'ensemble de ces jeunes adultes qui ont un cancer, il y en a finalement peu qui réutilisent les paillettes de sperme par la suite. Actuellement, on estime 10% qui vont revenir réutiliser ce stock plus tard. Ça peut sembler peu, mais pour ces 10%-là concernés, c'est vraiment quelque chose de super qu'on aura pu faire pour eux. C'est pour ça que pour tout cancer, chez le jeune homme adulte, systématiquement, il faut proposer une autoconservation de spermatozoïdes. Ça ne coûte rien, c'est pas trop difficile à mettre en œuvre. Et voilà, il ne faut pas passer à côté de la possibilité de pouvoir leur offrir le projet parental de leur rêve plus tard. Voilà. Donc là, pour conclure, c'est juste pour synthétiser un petit peu toutes les techniques qu'on a vues de préservation de la fertilité. On a vu qu'il fallait bien catégoriser entre femmes, hommes, enfants, donc pubères, pas pubères, voilà, il faut bien catégoriser tout ça. Et donc après, en fonction du degré d'urgence à prendre en charge la lutte contre ce cancer, on va avoir, pour la femme en tout cas, je rappelle, soit la possibilité de proposer de congeler des embryons si elle est dans le cadre d'un couple stable et que c'est la décision du couple, ou de congeler les ovocytes, et pour le coup les ovocytes appartiennent entièrement à la femme. La possibilité de passer sur des ovocytes matures ou immatures, toujours en fonction du degré d'urgence. Et une technique innovante et dont on commence à avoir vraiment de bons résultats, c'est la
conservation, la congélation du tissu ovarien. Et chez l'homme, congélation de spermatozoïdes. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu tout le panel de ce qui se fait. J'espère que c'était assez compréhensible. J'ai essayé de faire une présentation qui ne soit pas trop scientifique non plus. Et j'espère que c'était assez clair pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à vous parler de grossesse. Alors, grossesse fertilité après cancer était le thème. Alors, j'avoue que je vais parler essentiellement après cancer du sein parce que c'est le sujet que je connais le mieux, sur lequel j'ai le plus travaillé et qui concerne globalement le plus de patientes. Donc, je suis Anne-Sophie Ami, je travaille à l'Institut Curie et je suis maître de conf à l'Université Paris-Cité et une grande amoureuse de la Polynésie où je suis venue travailler entre 2023 et 2024. Alors, fertilité, grossesse après cancer du sein chez les femmes jeunes, c'est des sujets qui, en France, vont concerner environ 5 000 à 6 000 femmes par an, donc c'est pas rien. Et on sait maintenant que la grossesse après un cancer du sein, c'est quelque chose qui est possible. Ça veut dire que ça ne va pas aggraver le pronostic du cancer du sein en lui-même. En tout cas, le pronostic ne va pas être guéri par la grossesse, mais le pronostic va rester identique par rapport à si on n'avait pas eu de grossesse. Et on sait que l'oncofertilité, donc la fertilité dans le champ de l'oncologie et les thématiques de la préservation de la fertilité sont l'objet d'un intérêt croissant, ça c'est vrai pour les patientes et pour les professionnels de santé. Alors, on va déjà revenir à la définition de l'infertilité. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité, ça veut dire l'absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Alors ça, c'est la définition globale, il n'y a pas de définition qui soit spécifique au cancer du sein. Et donc, en fait, pour pouvoir voir combien de patientes vont être infertiles, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, eh bien, il faudrait avoir, dans l'idéal, le nombre de femmes qui n'ont pas de grossesse après 12 mois d'essai sur le nombre de femmes qui ont essayé d'être enceintes. Et donc, ça implique déjà une première chose, c'est la notion de temps. Il faut disposer d'un suivi long pour avoir les informations sur les patientes pendant une certaine période. Et également, c'est un peu compliqué d'avoir la notion du nombre de femmes ayant essayé d'être enceintes, parce que ça, par définition, c'est quelque chose qu'on ne va pas toujours retrouver dans les comptes rendus de consultation, parce que c'est un indicateur qui est vague. Rapport sexuel régulier, ça veut dire quoi? C'est 3 fois par semaine, c'est 3 fois par mois, régulier, mais si ce n'est pas au bon moment, on a moins de risques ou de chances d'avoir une grossesse. Et puis, c'est une donnée qui est évolutive. On peut à un moment essayer, puis finalement changer d'avis parce qu'il n'y a plus de partenaires, etc. Et donc, cette donnée, ce n'est pas si simple que ça à mesurer. Et j'ai parlé aussi du risque compétitif de la rechute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une femme qui était par exemple en train d'essayer d'avoir un bébé va plutôt avoir une rechute, et en général, elle va arrêter son projet de bébé parce que il faut reprendre les traitements et que dans la majorité des cas, les traitements ne sont pas compatibles avec le fait d'avoir une grossesse. Alors, la donnée, tout ça pour dire en fait que la donnée infertilité gold standard, l'étalon or, c'est très très difficile à estimer. Alors, comme c'est pas très simple à estimer, on va voir comment est-ce qu'on peut l'approcher. Alors, il y a des mesures objectives. Est-ce que le fait d'avoir des cycles menstruels pourrait nous aider à dire si une femme est fertile ou pas? Ça, on sait depuis la nuit des temps que les cycles menstruels sont un mauvais reflet de la fertilité. Le meilleur exemple, c'est les femmes entre 40 et 50 ans. On sait qu'elles ont des cycles menstruels et pour autant, si vous essayez d'avoir un enfant à 46 ans, vos probabilités de réussir sont extrêmement faibles. Alors, comme mesure objective, est-ce qu'on pourrait avoir la biologie qui nous aide? La biologie, c'est donc tout ce qui est, par exemple, avec les prises de sang. On va parler de l'AMH, l'hormone antimulérienne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mesures objectives. On ne peut pas ressortir du laboratoire en disant « je suis fertile » ou « je ne suis pas fertile ». On a aussi les mesures subjectives. Les mesures subjectives, c'est l'expérience du terrain. Est-ce que les médecins qui suivent des patients depuis des années et des années après un cancer du sein, les patientes leur ont raconté qu'elles essayaient pendant des mois et des mois sans y arriver, ou est-ce qu'au contraire, elles avaient plutôt beaucoup de grossesse? Et puis, il y a les témoignages de patientes. Puis enfin, il y a les mesures indirectes. Ce n'est pas vraiment le reflet de la fertilité,
est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une grossesse après cancer du sein? Est-ce qu'il y a beaucoup d'IVG? En général, quand on fait une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse, c'est qu'a priori, déjà, on n'était pas infertile, hein, on a été fertile et puis qu'on a souhaité abandonner cette grossesse. La prévalence des fausses couches après cancer du sein, ça c'est aussi un indicateur parce qu'on sait que un des premiers marqueurs de l'infertilité, c'est en fait de faire des fausses couches. Par exemple, les femmes entre 40 et 45 ans, elles tombent enceintes, mais elles vont faire beaucoup plus de fausses couches. Donc c'est aussi un marqueur d'infertilité indirecte. Puis on va voir les délais de conception. Est-ce qu'une femme qui essaye de faire un enfant va tomber enceinte en 1 mois, 2 mois ou 12 mois? Puis 2 indicateurs indirects aussi, c'est pour celles qui ont bénéficié d'une préservation de fertilité, est-ce qu'elles retournent chercher le matériel qui a été préservé? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit des traces de consultation dans les centres où elles ont conservé leur matériel? Et puis les procédures d'aide médicale à la procréation après cancer du sein. AMP, ça va être en général la FIV après cancer du sein. Donc tout ça, ça va nous donner des éléments indirects de la fertilité. Alors on va commencer par les mesures objectives. La fameuse prise de sang, l'AMH, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'effondre après chimiothérapie et que dans quasiment toutes les études qu'on fait, on voit que cette AMH, après un cancer du sein et notamment après la chimio, elle est presque indétectable. Or, on sait bien qu'il y a des femmes qui, malgré tout, réussissent à avoir un enfant après un cancer du sein. Donc, ça veut dire que cette prise de sang ne permet pas de donner le pronostic à lésion individuelle. On ne peut pas dire à la femme, vous avez une prise de sang avec une AMH indétectable, vous n'aurez pas d'enfant. Ça, ce serait faux. Alors, les mesures subjectives, on avait fait avec la plateforme des Sentinelles un appel à témoignage. Donc, on avait posté, bonjour, vous avez eu des cancers, vous êtes jeune, vous avez eu un cancer du sein, est-ce que vous avez eu des problèmes de fertilité ou est-ce que vous avez pu avoir un bébé après? Puis on avait recueilli très très rapidement une centaine de témoignages de femmes qui nous racontaient un peu leur histoire. Et ce qu'on voyait dans les mots que nous disaient ces patientes, c'était que beaucoup de grossesses étaient survenues rapides. Tombée enceinte naturellement au premier essai après le feu vert de la gynéco. Je suis actuellement enceinte. C'était une surprise car seulement 2 ou 3 rapports mal protégés. Je suis tombée enceinte le mois où nous avons arrêté le préservatif. Grossesse le mois suivant. Et en fait, toutes ces patientes semblaient nous dire dans leurs témoignages qu'en fait, elles avaient plutôt des grossesses assez rapides. Et puis ce qu'on voyait aussi, c'était qu'on leur annonçait des infertilités à tort. Nous sommes vite catalogués comme infertiles. Les examens médicaux indiquaient que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Surprise, je suis tombée enceinte. Grossesse surprise, alors qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Grossesse spontanée, malgré une réserve ovarienne objectivée comme mauvaise. Tout ça, c'est la fameuse prise de sang AMH dont je vous parlais. Et on voit bien que ça corrèle avec ce que je vous montrais comme graphique. Toutes les prises de sang sont effondrées et pour autant, les femmes tombent enceintes. Donc, ça veut bien dire que cette prise de sang n'est pas un bon reflet. Alors, les mesures indirectes, il y a une mesure qui est assez trompeuse, c'est la prévalence. La prévalence, ça veut dire la fréquence de la grossesse après cancer du sein. Ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les études, là je vous ai mis un tableau récapitulatif de toutes les grandes études mondiales sur la grossesse après cancer du sein, on voit que les pourcentages ils sont assez faibles. Vous voyez, ça va de 3 à 13%. Donc on se dit, 3 à 13%, ça veut dire que c'est probablement quelque chose qui est rare d'avoir un bébé après un cancer du sein. Mais attention, j'ai mis à droite le piège du dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces études, il y en a qui sont allées jusqu'à 50 ans. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes entre 40, 45 et 50 ans qui ont un cancer que de femmes jeunes qui ont le cancer en dessous de 30 ans. Donc, à la limite, si je poussais à l'extrême la démonstration, si on prend une population de femmes tout venant qui inclut plein de grands-mères, de femmes de plus de 70 ans, on pourrait dire, il y a seulement 3% de grossesse. Oui, mais en fait, il y en a plein qui n'étaient pas du tout en âge d'avoir un enfant. Et dans toutes ces études de la littérature, effectivement, si on met le curseur jusqu'à 45 ans ou 50 ans, on va plomber le taux de grossesse et on arrivera à des taux de grossesse très faibles, comme 3%, ce qui ne veut pas dire du tout que les femmes essayent d'avoir un enfant, et ce qui ne veut pas dire du tout que celles qui n'ont pas d'enfant sont infertiles. Parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale entre la fertilité et la grossesse,
c'est qu'une femme fertile, c'est une femme qui essaye d'être enceinte et qui va être enceinte, alors que la prévalence de la grossesse, eh ben, il y a une femme qui n'essaye pas d'être enceinte. En d'autres mots, il y a plein de raisons de ne pas essayer d'être enceinte. Après un cancer du sein, on ne peut pas vouloir d'enfant, on a terminé, on a déjà, ou bien on ne veut pas d'enfant jamais, on n'en a jamais eu, on n'en veut pas. On peut ne pas avoir de partenaire, on peut avoir un traitement qui contre-indique la grossesse, on peut avoir peur parce qu'il y aura un enfant qui viendrait et qu'on se dit ça va me faire rechuter, si jamais je rechute et que je meurs, je vais avoir un orphelin. Puis longtemps, ça a été déconseillé par les équipes oncologiques qui disaient mais vous vous rendez compte, avec les hormones, vous risquez de rechuter. Avec les hormones de la grossesse, ça risque de faire rechuter votre cancer qui exprime des récepteurs hormonaux. Donc ça, c'est les raisons pour ne pas essayer d'être enceinte. Puis il y a des raisons de ne pas réussir à être enceinte. On sait que parfois, il va y avoir des baisses de la libido avec le cancer du sein, il peut y avoir des troubles sexuels. Il peut y avoir aussi une infertilité préexistante au cancer, mais seulement on s'en était pas rendu compte parce que la patiente n'avait jamais essayé d'être enceinte, mais en fait elle était infertile et donc du coup elle va pas être moins infertile après son cancer et donc c'est peut-être pas les conséquences du cancer, c'est peut-être les conséquences de son infertilité, des mauvaises trompes ou des mauvais ovaires. Et puis ça survient à une période de la vie reproductive qui est défavorable. Ça c'est quoi? C'est les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui essayent d'avoir un enfant, en moyenne, elles ont plutôt 36 ans que 23 ans. Et 36 ans, on sait qu'à partir de 36 ans, 37 ans, il y a un déclin physiologique, hein, ça c'est naturel. Les femmes sont beaucoup moins fertiles à partir de 37 ans. Quand on passe le seuil des 40 ans, elles sont encore moins fertiles. Et puis après 43 ans, les probabilités d'une grossesse naturelle, spontanée, elles sont vraiment très très faibles. Et puis au milieu de toutes ces raisons, il y a la possible infertilité qui serait induite par les traitements. On a eu de la chimiothérapie, ça aurait peut-être un peu altéré les ovaires, et peut-être que ce serait ça qui rendrait les patientes infertiles. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout la seule raison, et qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut quantifier cette infertilité induite par les traitements. Alors, je ne vais pas aller de manière extensive sur toutes les métriques indirectes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais juste donner les gros messages. Prévalence des grossesses, on a vu que c'était un mauvais reflet parce que tout le monde n'essayait pas d'être enceinte. Donc, de dire 3% de grossesse après cancer du sein, ça ne veut pas dire 3% de femmes fertiles, loin de là. Prévalence de l'IVG après cancer du sein, ce qu'on voit, c'est que les femmes ont plutôt quasiment autant que dans la population générale. En tout cas, elles décrivent souvent être surprises par les IVG. Donc, il y a une fréquence qui est non négligeable d'IVG après cancer du sein, qui nous laisse à penser qu'elles sont plutôt fertiles et qu'elles sont plutôt surprises par des grossesses qu'elles ne voulaient pas. Prévalence de fausses couches après cancer du sein, on a l'impression qu'il n'y en a pas plus que dans la population générale. Et les délais de conception, dans les rares études qui ont été faites sur ce sujet, on voit que c'est des délais de conception assez courts, de l'ordre de 4 à 6 mois. Deux métriques indirectes encore, la réutilisation du matériel congelé ou le fait de faire de l'AMP après cancer du sein. Ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a peu de réutilisation et il y a peu d'AMP après cancer du sein. Donc tout ça, ça vous donne des arguments un peu indirects pour penser que les femmes sont vraiment pas si infertiles après un cancer du sein, parce qu'on n'a aucun... Quand on les interroge, elles nous parlent plutôt de leurs bébés qui sont arrivés un peu vite. Quand on regarde les indicateurs indirects, ils sont plutôt assez bons. Et puis, on va avoir 3 études après cancer du sein. Donc, cette première étude, c'est une étude américaine. C'était sur 1000 femmes jeunes avec un cancer du sein qui avaient été suivies pendant 3 ans. En fait, on voit qu'il y en avait seulement 130 qui avaient essayé d'être enceintes. Donc ça montre déjà qu'en moyenne, ça n'intéresse pas du tout toutes les femmes après un cancer du sein d'avoir un enfant. Et parmi ces 130 qui avaient essayé, il y en avait quasiment les 2/3 qui avaient réussi. Ça, c'est une première étude. Ensuite, il y a une deuxième étude qui s'appelle l'étude positive. Celle-là, elle n'est pas que américaine, c'est une étude internationale où il y a des centres de plein de pays au monde. Et il y avait 516 femmes qui avaient un désir de grossesse, qui avaient été inclus dans cette étude. Elles avaient reçu 18 à 30 mois d'hormonothérapie. Le but initialement de cette étude, c'était de regarder si on arrête l'hormonothérapie avant les 5 ans qui sont programmés, est-ce que la patiente va risquer d'avoir plus de rechutes? Ce qu'on a dans cette étude, c'est qu'on avait suivi les femmes pendant un peu plus de 3 ans,
et on avait les 3/4 des femmes qui avaient eu une grossesse. Et les auteurs de l'étude, ils rapportent dans leur discussion, ils disent, mais ce qui nous a quand même beaucoup étonné, c'est qu'il y avait un taux très élevé de grossesse après 40 ans. On avait 50% des femmes après 40 ans qui avaient réussi à avoir une grossesse. Pour vous donner un ordre d'idée de la fertilité avant 40 ans, les chiffres qu'on connaît traditionnellement, on dit que la probabilité de grossesse, elle est de l'ordre de 6% par cycle. On a à peu près 5 à 6% de chances de tomber enceinte à chaque cycle après 40 ans. Et bien là, dans cette étude après cancer du sein, où les femmes avaient quand même en moyenne reçu de la chimiothérapie, et ben on avait des forts taux de grossesse après 40 ans. Et nous, on avait ces taux-là de grossesse après 40 ans, on les avait retrouvés dans toutes les études que j'avais faites menées à l'Institut Saint-Louis ou à l'Institut Curie, à l'hôpital Saint-Louis et à l'Institut Curie. Et donc cette étude, on a monté aussi une étude féerique, donc qui avait la particularité en fait, parce que les 2 études dont je vous ai parlé ne suivaient que des femmes qui avaient un cancer du sein. Donc on dit bon, elles tombent enceintes, il y en a 2/3 qui sont enceintes, il y en a 3/4 qui sont enceintes, mais en fait on ne sait pas du tout si ça se trouve c'est les mêmes taux que dans la population générale. Et donc l'étude qu'on a montée avait pour objectif, l'étude féerique, Fertility After Breast Cancer, avait pour but de comparer la probabilité de grossesse chez des femmes qui essayaient d'être enceintes, qui avaient eu ou non un cancer du sein. Donc les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles sont en rouge, et les femmes qui n'avaient pas de cancer du sein, elles sont en violet. On les avait suivies pendant 3 ans, et le but de l'étude, c'était de voir qui avait des bébés dans les 2 groupes après un suivi de 3 ans. Alors je ne vais pas tout détailler, mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est que les délais de conception sont identiques chez les patientes qui ont eu un cancer du sein ou pas de cancer du sein. En fait, ils étaient de 5 mois dans le groupe des femmes qui avaient eu un cancer du sein et de 3 mois dans le groupe des femmes qui n'avaient pas eu de cancer du sein. Et on voit que la majorité des tentatives de grossesse sont fructueuses, et ce, de manière spontanée. C'était le taux de patientes qui avaient dû avoir recours à des AMP était très très faible. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 2 ans, dans cette étude féerique, on a quasiment 83% des femmes qui ont eu un cancer du sein qui avaient obtenu leur grossesse, et 84% des femmes de la population générale. Et la tête de ces courbes-là, en fait, c'est vraiment les courbes de la population générale. On sait qu'en fertilité, on va tomber enceinte très très vite les premiers mois, et puis que plus le temps va passer, si on n'est pas tombé enceinte dans les 6 premiers mois, et bien plus la probabilité de tomber enceinte de manière spontanée, elle va baisser. Donc en fait, on a l'impression que les femmes avec un cancer du sein, elles ont exactement le même comportement que les femmes de la population générale, les mêmes profils de courbe avec des grossesses très rapides au début, puis plus le temps passe, et bien plus la probabilité de grossesse, elle va diminuer. Alors, ce qu'on voyait aussi dans notre étude féerique, c'est que le retour à l'AMP ou au matériel congelé était plus fréquent et plus rapide chez les patientes qui avaient eu un cancer du sein. Attention, ça ne veut pas du tout dire qu'elles étaient plus infertiles. Ça veut dire qu'en métropole, notamment, parce que c'était en France métropolitaine que ça avait été fait, en métropole, la préservation de fertilité est proposée assez couramment, et donc du coup, les femmes sont envoyées, congèlent du matériel au laboratoire, et puis elles vont avoir tendance, quasiment dès le début des essais de tentatives de grossesse après cancer du sein, à aller tout de suite retourner dans le centre, et puis dans le centre, quand on retourne et puis qu'on dit qu'on veut une grossesse, et on va décongeler un embryon et on va on va l'implanter à la patiente. Et donc ce qu'on voyait, c'était que ça, c'était beaucoup plus rapide chez les patientes qui avaient eu un cancer du sein que chez les autres patientes. Les patientes de la population générale, elles prennent un peu leur temps de manière spontanée pour essayer de faire un bébé sous la couette plutôt que d'aller consulter. Donc, elles y allaient vite, mais ça ne voulait absolument pas dire qu'elles étaient infertiles. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'à gauche, vous avez la courbe des patientes qui n'avaient pas du tout utilisé d'AMP. Donc, vous voyez des courbes de survenue de grossesse qui sont strictement superposables dans un groupe ou dans un autre. Et puis qu'avec l'aide médicale à la procréation, on tombait presque un peu plus vite enceinte quand on avait eu un cancer du sein que quand on n'avait eu pas de cancer du sein. En tout cas, ça concernait vraiment très peu de patientes. Pour vous donner un ordre d'idée, dans cette étude, il y avait seulement 3 grossesses qui étaient survenues après utilisation de matériel congelé issu d'une préservation de la fertilité. Donc, c'est vraiment presque anecdotique. L'immense majorité des patientes
elle était tombée enceinte toute seule par les méthodes spontanées. Donc en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation objective de la fertilité après cancer du sein, elle est difficile en 2025. Difficile, on peut même presque dire impossible. Il n'y a aucun examen qui puisse dire à une femme, vous allez avoir un enfant après cancer du sein. On le sait déjà dans la population générale, la prise de sang magique, elle n'existe pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après cancer du sein, on dit encore plus de bêtises, elle est encore plus ininterprétable, cette prise de sang. Il vaut mieux éviter de la faire parce que ça peut inquiéter pour rien. Et puis que les différents éléments de la science qu'on a, ils plaident plutôt en faveur d'une bonne fertilité spontanée après cancer du sein. En tout cas, elle semble identique à la population générale. Et ça, c'est vraiment un message pour les femmes jeunes, un message d'espoir pour les femmes jeunes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors en fait, effectivement, tu as cité les résultats de l'étude positive qui disent que après, si on prend de l'hormonothérapie au moins 18 à 30 mois et qu'on on ne va pas avoir plus de risque de rechute que si on a une grossesse que si on n'a pas de grossesse. Mais il y a quelque chose qu'il faut absolument... Alors déjà, tu as dit que tu avais 44 ans et l'étude positive, elle incluait les femmes qui avaient jusqu'à 42 ans inclus. Et donc en fait, si jamais je te réponds sur ton cas, j'extrapole un peu les données de l'étude positive, alors que les femmes de l'étude positive, elles n'avaient pas exactement le même âge que toi, et l'âge, c'est très important pour la fertilité. Et en fait, il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que quand on a un cancer du sein qui est sensible aux hormones, l'hormonothérapie, c'est vraiment un traitement très, très efficace, en tout cas qui offre une diminution des risques de rechute vraiment très importante. Et donc, on met toujours en balance les bénéfices et les risques. C'est-à-dire que les bénéfices de l'hormonothérapie, on les connaît, ils vont te réduire tes risques de récidive. Et puis, par contre, on sait que la fertilité spontanée d'une femme à 44 ans, elle est très, 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 très faible. Ça veut dire que, malheureusement, à 44 ans, les taux de grossesse chez les femmes, c'est de l'ordre de moins de 1%. Et donc, dans la balance entre les bénéfices et les risques, si tu veux faire un enfant, il va falloir que tu arrêtes l'hormonothérapie. Et donc ça, on pense tu vas perdre une chance de guérir si tu arrêtes ton hormonothérapie. Et que cette perte de chance, tu la prendrais, mais pour une probabilité de grossesse qui est extrêmement, extrêmement faible. Au-delà d'un certain âge, les ovaires ont vieilli beaucoup plus vite que les femmes. Et donc, malheureusement, sont souvent plus aptes à donner des grossesses qui vont arriver à terme. Et donc, tout est une balance entre les bénéfices et les risques. Mais c'est vrai que ce qui t'a été dit, je pense que, c'est-à-dire, on vous déconseille de le faire, je pense que ça te serait dit dans énormément de centres oncologiques. C'est-à-dire que la balance entre les bénéfices de l'hormonothérapie et le risque de l'arrêter au profit d'une éventuelle grossesse, la probabilité d'une éventuelle grossesse, elle est tellement faible qu'on aurait tendance à te dire de continuer ton hormonothérapie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'imagine que tu aurais aimé une autre réponse, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on te dirait, bien sûr, arrête ton hormonothérapie, la grossesse va arriver, puisque ce serait te donner des faux espoirs et te mentir, parce qu'on sait que même indépendamment de ton cancer du sein, les taux de grossesse sont très faibles à ton âge. Oui, vous avez bien répondu à la question. Merci. N'hésite pas si tu en as une deuxième, tu peux. Non, c'était surtout celle-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en avais une d'une personne donc du coup qui a écrit dans la connexion, mais j'ai un petit peu peur qu'elle soit hors sujet, donc vous allez me répondre toutes les deux pour voir si oui ou non vous êtes apte à répondre à ça, puisqu'on parle de ménopause. Est-ce que je peux quand même la poser malgré tout? Dis-nous. Effectivement, alors la ménopause chimio-induite, alors c'est pas exactement pareil qu'une ménopause normale, en ce sens que
ça va être un arrêt des règles qui va être un peu plus brutal. Et en général, les femmes jeunes, elles voient qu'elles ont des bouffées de chaleur assez importantes qui surviennent pendant la chimiothérapie. En général, les règles s'arrêtent pendant la chimiothérapie. Quand on est jeune, chez certaines, les règles vont revenir. Et puis chez d'autres, les règles ne vont pas revenir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont ménopausées, ou en tout cas qu'elles ne récupéreront jamais de règles. Même-ci, en général, quand on a, je ne sais pas quel était l'âge de la personne qui pose la question, mais quand on a 45 ans, souvent les règles ne vont pas revenir. Donc les symptômes, c'est un petit peu les mêmes que ceux des femmes à la ménopause. Et puis il peut y avoir aussi d'autres signes qui se surajoutent et qui peuvent être liés au traitement, comme le tamoxifène ou les inhibiteurs de l'aromatase. Alors qu'est-ce que c'est les symptômes de la ménopause? C'est déjà un arrêt des règles. Le symptôme dont se plaignent le plus les femmes, ça va être la survenue de bouffées de chaleur qui peuvent être extrêmement, pour certaines c'est tolérable et pour d'autres elles se réveillent 10-15 fois dans la nuit et c'est extrêmement mal toléré. Donc ça, il y a des traitements qui existent contre ces bouffées de chaleur. Alors le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur chez les femmes en dehors d'un cancer du sein, c'est de donner des hormones. Là, chez les femmes qui ont un cancer du sein, on ne va pas donner des hormones, mais il y a au moins une dizaine de médicaments différents qui existent pour traiter les bouffées de chaleur qui peuvent survenir le jour ou la nuit. Et ces médicaments sont en général assez efficaces, ce d'autant qu'il y a des nouveaux médicaments qui viennent de sortir et qui sont extrêmement prometteurs. Ça, ils ne sont peut-être pas encore remboursés, mais en tout cas, pour celles qui seraient très gênées, il y a ces médicaments-là. On sait que les approches avec de l'hypnose, de l'acupuncture peuvent aussi être efficaces sur les bouffées de chaleur. Puis un deuxième effet dont se plaignent les femmes pour la ménopause, ça va être une sécheresse vaginale. On a moins de sécrétion, moins de lubrification vaginale. Ça, on sait que c'est un symptôme associé à la baisse en oestrogène. Et donc, on va pouvoir mettre alors, on essaie en général des choses non hormonales d'abord. On peut mettre des gels à base d'eau, on peut mettre de l'huile de coco. Donc, c'est rigolo parce qu'après des années où on a parlé de tous les médicaments possibles et imaginables, il est sorti dans un congrès américain il y a 2 ans, probablement qu'une des choses les plus efficaces, c'était l'huile de coco. Donc, en fait, on n'est pas du tout en retard si on parle d'huile de coco. Ce n'est pas une recette ancestrale, c'est maintenant ce qui se fait de mieux en termes de littérature comme lubrifiant vaginal. Et puis, dans vraiment les cas où des femmes qui ont une sécheresse vaginale très très rebelle, qui ne passent avec rien, et ben on peut donner des très très faibles doses d'hormones par le vagin. Et ça, on sait que si on n'en donne pas beaucoup et pendant pas trop longtemps, c'est des choses qui ne vont pas augmenter le risque de rechute après le cancer du sein. Donc j'ai dit les 2 principaux symptômes, c'était les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. On peut aussi avoir une fatigue importante. La fatigue, elle est souvent avec plein de facteurs. Il faut vérifier déjà qu'on n'a pas d'autres problèmes sur la prise de sang. Donc, est-ce qu'on n'a pas une anémie? Est-ce qu'on n'a pas une hypothyroïdie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Et puis, le remède de la fatigue, on sait que, bien sûr, s'il y a une autre cause, il faut la traiter, mais un remède qui va marcher à peu près sur tous les symptômes de la ménopause simio-induite, c'est l'activité physique. Et ça, on ne le répétera jamais assez, ça marche sur les patientes qui bougent, qui font soit une activité physique régulière, soit carrément une activité sportive où elles ont une activité où vraiment on transpire, on fait un effort cardio important, elles ont beaucoup moins de symptômes de la ménopause, elles ont moins de bouffées de chaleur, elles se sentent mieux, parce qu'il y a aussi dans les symptômes de la ménopause, il peut aussi y avoir des petits syndromes dépressifs, des troubles de l'humeur, une tristesse. Tout ça, c'est la kyrielle de symptômes de la ménopause. Dernier symptôme dont je parle également, qui est très fréquent après le cancer du sein, c'est les douleurs dans les articulations, qui sont majorées par les traitements. Et donc ça, pareil, l'activité physique, elle va permettre de les faire diminuer. Et sinon, on peut prendre soit les antidouleurs, soit parfois des cours purs d'anti-inflammatoires qui vont permettre de faire cesser ces douleurs articulaires. Et j'en profite pour dire un petit tuyau pour celles qui ne supportent pas bien les symptômes de la ménopause ou des traitements, parce que ça peut être parfois intriqué et être les mêmes. Il ne faut pas hésiter à changer l'horaire du médicament. Par exemple, si vous prenez le tamoxifène le matin, on va le prendre le soir, ou inversement, si vous ne supportez pas, si vous avez des effets secondaires,
et ben, essayez de voir si le changement d'horaire matin ou soir peut améliorer vos symptômes. En sachant que pour le tamoxifène, a priori, on sait maintenant que c'est probablement mieux de le prendre le soir. Je ne sais pas si ça a un lien. En tout cas, c'est des choses qui sont tellement difficiles à objectifier. Quand on voit la baisse générale de la fertilité, on la voit aussi avec des données de grossesse, des données de personnes qui vont consulter dans des centres d'AFP. Et c'est des évaluations un petit peu complètes qu'on fait sur des populations extrêmement larges. Ce que j'ai dit sur les histoires de AMH, et notamment AMH qui ne marche pas, c'est à l'échelle individuelle. Ça veut dire qu'en moyenne, à l'échelle d'une population, ça va plutôt marcher de dire, bah, en fait, elles vont quand même avoir une AMH plus basse après cancer du sein et elles vont avoir moins de grossesse. On a vu qu'il y avait tout un tas d'autres raisons. Mais à l'échelon individuel, c'est une prise de sang qui a un intervalle de confiance qui est très, très, très large. Et donc, en fait, il y a beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs. Donc, à l'échelle d'une patiente, c'est très difficile. À l'échelle d'une population, c'est plus facile. Donc, est-ce que c'est le tout dans un contexte d'une fertilité générale de la population qui baisse? C'est difficile de savoir la part relative des deux problèmes. Mais les deux sont vrais. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait de savoir ça ne va pas tellement nous aider tous à conseiller les patientes, puisque on voit que cette prise de sang à l'échelle individuelle, elle ne permet vraiment pas de leur dire vous aurez ou vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et après, je pense que dans l'idée de la baisse de la fertilité de façon générale, j'imagine que tu penses aux causes environnementales aussi, dont on parle beaucoup actuellement. C'est vrai que on constate en tout cas chez les hommes, comme disait Totéami, via les laboratoires qui font beaucoup d'examens, on authentifie effectivement une baisse de la numération, de la qualité des spermatozoïdes dans le temps. Et il y a plutôt des pistes d'origine environnementale qui se dessinent par rapport à ça. Oui, environnementale, donc effectivement avec les perturbateurs endocriniens, mais je pense aussi éventuellement iatrogènes avec la protéine spike par exemple. Merci. Nana, merci Au revoir. à tous. Merci.